Bon, eh bien, bonsoir à tout le monde, n'est-ce pas? Deux débuts tout à fait répétitifs et ordinaires qui concernent en quelque sorte la suite des opérations. D'abord, je rappelle la date des prochains séminaires, étant entendu qu'ils ont toujours lieu un lundi par mois à 20 h ici même. Les prochains et les derniers de la saison seront le 6 mars, le 17 avril, le 15 mai et le 12 juin, toujours un lundi à 20 h et ici. Le deuxième point, c'est que si vous pensez avoir une objection, une question, une discussion avec moi, on a renoncé au système très lourd et en même temps très peu efficace de la question dans la salle, et donc il faut vous adresser à Isabelle Vaudoz, ici présente, dans le hall, et elle vous indiquera comment trouver un rendez-vous, en fait, avec moi, comme ça s'est déjà produit maintenant plusieurs fois, et où on peut discuter d'une question précise. Alors, ce que j'espère, là, c'est que nous parviendrons, dans les 5 séminaires restants, en comptant celui-ci, à proposer, au fond, un ensemble cohérent en réponse à la question par laquelle j'avais commencé le dernier séminaire, et qu'on peut résumer ainsi. Au fond, qu'est-ce qu'une situation qui est réellement une situation pour la philosophie? C'est-à-dire une situation qui, à la fois, interroge la philosophie et à laquelle la philosophie s'évalue elle-même quant à sa capacité à avoir les moyens de répondre à cette question. Alors, c'est cette question qui sous-tend désormais une bonne partie de ce qui sera dit ici. Et j'avais, pour initier ce problème, pris la dernière fois 3 exemples que je rappelle très brièvement. Le premier, c'était la rencontre entre le sophiste Calliclès et le philosophe Socrate. La question étant, qu'est-ce que Socrate va tirer de vérité de cette rencontre? Le second était l'assassinat du mathématicien Archimède par un soldat romain. Là aussi, qu'est-ce que cette confrontation de la violence nue et de la recherche la plus abstraite dans la pensée peut philosophiquement signifier? Et le troisième était l'image des 2 amants conduits au supplice dans le film de Mizoguchi, Les amants crucifiés. Et là, au fond, il s'agissait de savoir ce qu'une situation désastreuse, criminelle, absurde, peut néanmoins parvenir à signifier pour la philosophie, et lui demande une réponse sur comment de pareilles choses sont possibles dans l'humanité telle qu'elle est. Alors, par des médiations différentes, les 3 exemples permettaient de définir 3 types de situations. C'était 3 exemples, mais on pouvait montrer que chaque exemple était typique d'une catégorie de situation où est proposée à la philosophie, dans un contexte réel, au fond, une tâche d'éclaircie de la situation pour tout sujet qui s'y confronte.
Alors on peut souvent demander à quoi sert la philosophie. Je dirais que si on voulait répondre à cette question de façon immédiate ou simple, on dirait la philosophie a pour fonction possible d'éclaircir une situation pour tout sujet qui s'y confronte. Reste à savoir ce que veut dire éclaircir, et c'est un peu évidemment ce dont nous nous occupons maintenant. Néanmoins, les trois exemples définissaient quand même trois types de situations. C'est pour ça qu'ils constituaient comme un premier classement de la question des situations qui conviennent ou qui sont importantes pour la philosophie. La première situation, Calliclès, Socrate, est une situation où il faut éclairer quels sont les choix possibles de la pensée. C'est des situations qui mettent immédiatement en jeu le fait qu'il existe différents modèles ou styles ou existences de la pensée et que, mise au défi d'éclaircir ces différences, la philosophie doit pouvoir répondre. Et alors, j'ajoutais un premier résultat de ce point. La philosophie, en dernier ressort, propose alors toujours de choisir ce qui est désintéressé au regard de ce qui est intéressé. Alors, le mot « intéressé » est pris ici au sens du mot « chercher un intérêt », par exemple dans le capitalisme. Donc, dans cette situation, il faut savoir comment se définissent à l'intérieur des choix de la pensée ce qui est désintéressé de ce qui est intéressé. Et cela, c'est le sol de l'intervention philosophique elle-même. La deuxième situation est celle où il faut éclairer la distance entre la pensée et le pouvoir, entre les vérités et l'État, et voir comment on peut franchir cette distance. Comment on peut à la fois l'éclairer, la pensée, et quel gouvernement de l'action impose cette distance entre la pensée et le pouvoir, qu'on peut dire aussi la distance entre les vérités et l'État. Et la troisième circonstance, situation, est celle où il faut savoir évaluer la valeur de l'exception, la valeur de ce qui précisément n'est pas déjà enregistré dans sa valeur ou dans sa signification, parce qu'il s'agit de quelque chose d'exceptionnel. Alors on peut dire comment évaluer la valeur d'un événement exceptionnel. Et je pense que ces trois situations recouvrent à peu près le paysage, disons, des interventions possibles de la philosophie dans des situations effectives, dans des situations mondaines. Par conséquent, on pourrait dire que les choix de la philosophie, sous leur forme concentrée, au regard des situations réelles, ainsi classées, portent sur le lien ou sur la déliaison, sur le choix, sur la distance et sur l'exception. Lien, déliaison, choix, distance, exception peuvent constituer la liste des opérateurs philosophiques au regard des situations où il peut lui arriver d'intervenir. Alors je concluais, je le redis, que la philosophie nous dit quelque chose comme cela. Si vous voulez que votre vie
est un sens. Il faut que vous acceptiez l'événement exceptionnel, que vous restiez à distance du pouvoir et que vous soyez ferme et fidèle dans vos décisions. Ce serait à la fois le contenu significatif des interventions de la philosophie sur les situations répertoriées et en même temps, c'est évidemment une norme. La philosophie, en ce sens, lorsqu'elle accepte l'événement exceptionnel, reste à distance du pouvoir et reste ferme dans ses décisions, dans cette triplicité de commandements, la philosophie, au fond, vise réellement à donner un sens à l'existence de la bête humaine dans une situation déterminée. Nous allons continuer à travailler dans cette direction sous des formes un tout petit peu plus conceptualisées. Alors, je signalais au passage, je le redis, 3 transcriptions possibles de cette triple exigence philosophique. Quelque chose qui sont déjà comme des exemples. Alors, je rappelle que c'est choisir ce qui est désintéressé, se tenir à distance du pouvoir et accepter l'exception. Alors, choisir ce qui est désintéressé est exactement ce que veut dire dans la vie réelle, et nous le mentionnons de nouveau, ce que veut dire dans la vie réelle le communisme. C'est-à-dire rejeter l'opération de mesure cruciale du capitalisme, qui est précisément l'intérêt que rapporte un investissement. Donc on peut aussi prendre être désintéressé, qui peut paraître d'un moralisme un peu abstrait, on peut le prendre au sens strict. C'est-à-dire qu'entre toute organisation de la société fondée sur l'extraction d'un intérêt à partir d'un investissement. Si c'est cela le modèle d'une situation, la philosophie pourra dire qu'elle est communiste au sens où elle rejettera cette opération de mesure comme possible rationalisation de l'existence. Sur le deuxième, se tenir à distance de l'État, se tenir à distance du pouvoir, ça c'est contenu dans une thèse capitale du marxisme, à savoir organiser le dépérissement de l'État, c'est-à-dire organiser le progressif dépérissement, la progressive disparition de ce qui constitue précisément une distance entre le pouvoir et la masse populaire, par exemple. C'est-à-dire désirer activement une société sans pouvoir extérieur aux vies réelles, sans cette distance implacable qui rapporte le pouvoir aux vies réelles. On pourrait le dire d'ailleurs de façon peut-être plus abstraite, n'accepter aucune transcendance. Et puis le troisième, accepter l'exception, c'est tout spécialement s'engager dans ce qui n'est pas conforme aux lois dominantes, ce qui fait exception à l'exercice des lois dominantes, ce qui est au fond faire sien un axiome de Mao Tse-tung, on a raison de se révolter. On a raison de se révolter quand la situation entre dans une des catégories négatives aux yeux, y compris de la philosophie. Bref, ça, c'est l'engagement révolutionnaire. Donc, vous voyez, on a une triple transcription dans un registre
grosso modo politique, des catégories générales de l'intervention philosophique. Rejet de l'intérêt, dépérissement de l'État, engagement révolutionnaire quand il le faut. C'est vous dire que cette architecture du rapport entre philosophie et situation a été travaillée dans le monde contemporain par une orientation, en tout cas, peut-être d'autres, mais une orientation en tout cas, c'est l'orientation originairement assignée à la révolution communiste. En fin de compte, ce qui est dit aussi dans tout ça, c'est que tout conservatisme est infraphilosophique. C'est-à-dire, il n'est pas possible que les trois impératifs s'accommodent en réalité d'un conservatisme des situations. Ne serait-ce que parce que, justement, on privilégie l'exception. Et privilégier l'exception, c'est évidemment ce que ne tolère pas le conservatisme. Le conservatisme est donc infraphilosophique et, comme toujours, Platon l'a déjà vu. Platon considérait parfois, tout à fait à tort, comme une idéologie statique, conservatrice, transcendante, etc. Qu'est-ce qu'il a vu, Platon, en réalité, quand on le lit? Il a vu ceci, que la subjectivité philosophique contient la maxime d'un pouvoir entièrement nouveau. Tout ce qui est appelé par lui la situation politique, enfin sous ses différents noms, tout cela est entièrement nouveau et constituerait éventuellement une situation étatique conforme à l'intervention philosophique. À la fin de la République de Platon, les jeunes gens qui sont là lui objectent que c'est vrai, mais on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire, finalement, un pouvoir entièrement nouveau parce qu'il n'est pas dominé par le conservatisme, mais par les vérités universelles, leur œuvre créatrice, etc. C'est-à-dire admettre une figure politique qui serait homogène à l'intervention philosophique, ce point n'a pour l'instant aucune existence effective, disent les jeunes gens qui travaillent avec Platon. Platon leur répond d'ailleurs de façon tout à fait étrange, ça n'existe peut-être pas ici, mais ça existe peut-être ailleurs. Il ne se mouille pas beaucoup, il faut dire, sur cette question précise de l'existence possible d'un pouvoir qui constituerait pour la philosophie une intervention acceptable. Alors tout ça nous avait amené évidemment à la question de l'universel, à propos de laquelle j'avais introduit 8 thèses qui font toute l'armature de ce qu'on pourrait appeler la norme philosophique. La norme philosophique comme étant d'abord et avant tout la possibilité d'énoncer à valeur universelle. Alors, je vous les relis, peut-être que vous n'avez pas tous eu connaissance ou que vous ne les avez pas tous gardés. Ça peut figurer sous le titre « Les 8 thèses de l'universel ». Alors, 1, l'élément propre de l'universel est la pensée. 2, tout universel est singulier ou est une singularité. 3, tout universel s'origine d'un événement. Événement, en définitive, toujours exceptionnel. 4, un universel se présente initialement comme décision d'un indécidable,
c'est-à-dire comme décision prise sur quelque chose considéré dans la situation comme indécidable. 5, l'universel est de structure implicative, c'est-à-dire il prend place dans des conséquences et des causes. 6, l'universel est univoque, donc il n'est pas perdu dans la multiplicité des interprétations. 7, toute singularité universelle est inachevable ou ouverte, donc aucune singularité universelle ne peut être enfermée dans une totalité. Et 8, l'universalité est finalement la construction fidèle d'un multiple générique infini, ce que j'expliquerai tout à l'heure. Alors, je reprends rapidement les 2 premières thèses et un peu plus attentivement les suivantes, comme vous le verrez. Alors, la thèse 1, l'élément propre de l'universel est la pensée, amène à une question philosophique classique. Qu'est-ce que c'est que la pensée, en fin de compte? Qu'est-ce que c'est que la pensée, penser, le verbe penser? Alors, on appelle pensée, dans le contexte actuel, on appelle pensée le sujet, en tant qu'il est constitué dans un processus transversal à la totalité des savoirs disponibles. Autrement dit, on appelle pensée le sujet dans le moment où il est comme s'il traversait la totalité des savoirs disponibles sur la question en jeu, ou le moment où le sujet est, comme dit Lacan, qui a sur ce point une formule très forte, le sujet est constitué en trouée des savoirs. Trouée des savoirs. Alors la pensée, c'est toujours ce qui, d'une certaine façon, se distingue de la pure et simple acquisition des savoirs, même si elle l'implique. Il y a pensée, il y a activité pensante, lorsque vous êtes constitué non pas par telle ou telle figure du savoir dont il n'y aurait à ce moment-là lieu de parler que de savoir, et non pas de pensée, mais en tant que vous êtes comme un opérateur apte à être transversal à tous les savoirs disponibles. Ce que, encore une fois, dit Lacan. En trouée des savoirs. La trouée des savoirs, ça impose que les savoirs soient là. C'est-à-dire, il n'est absolument pas question que penser soit un analogue de ignorance. La pensée est évidemment en rapport au savoir, mais elle n'est pas liée à un savoir désigné, puisqu'elle est l'activité qui permet de parcourir les savoirs. Et donc, elle est en trouée des savoirs. Alors, quand je dis que l'élément propre de l'universel est la pensée, je veux dire que l'élément propre de l'universel est lui-même une trouée dans les savoirs. L'universalité, c'est précisément aussi la capacité de la pensée à s'excepter de la pure et simple existence des savoirs disponibles. Et alors que la pensée soit l'universel, ou que l'élément propre de l'universel soit la pensée, ça veut dire que rien, et ça c'est assez complexe à penser, que rien n'est universel dans la forme de l'objet ou de la légalité objective. De l'objet ou de la légalité objective, vous pouvez justement constituer des savoirs, mais aucune pensée n'est réductible à un savoir déterminé, puisque la pensée comme action est une trouée dans les savoirs.
Si bien qu'on peut dire que l'universel est expérimentable, qu'on en fait l'expérience, dans la production d'un trajet de pensée. La pensée est à tout moment un trajet qui constitue ou reconstitue une disposition subjective et qu'on pouvait, en effet, comme le fait Lacan, décrire, mais c'est une approximation, décrire comme un trajet ou comme une action entrouée de tous les savoirs disponibles. Alors, je donnerai ici un exemple type. Pourquoi peut-on considérer qu'une proposition mathématique a une valeur universelle? On le peut si on est en état d'expérimenter l'invention et la reproduction effective de sa démonstration. C'est que l'universalité située d'une proposition mathématique gît dans l'acte qui peut se répéter ou se renouveler, dans l'acte que constitue sa démonstration, et non pas dans la simple énoncé de l'énoncé comme savoir. Au fond, là, la connaissance de la démonstration, c'est la trouée dans le pur savoir de l'énoncé mathématique, parce que c'est lui qui l'installe dans une vie effective. Et, autre exemple, l'universalité d'un élément politique, d'un énoncé politique, n'est finalement expérimentable et, en fin de compte, universelle que dans la pratique militante qu'il effectue. En tant que programme, il n'est pas encore situable comme universel. Vous voyez d'ailleurs que, finalement, l'action politique est par rapport à un énoncé politique, comme est finalement la démonstration du théorème par rapport au théorème. C'est-à-dire que l'énoncé politique n'a d'existence que dans l'action qu'à la fois il autorise et valide. De même que l'énoncé mathématique, on le sait bien, n'est valide que pour autant qu'on a saisi ce qu'est sa démonstration. Sinon, il demeurera indéfiniment une hypothèse. Alors, voilà finalement comment on pourrait conclure tout cela. Finalement, l'universalité de la proposition est toujours garantie par la traversée d'autre chose qu'elle-même, qui est le lieu de validation de l'universalité. Voilà pour la première assertion, la première thèse sur l'universalité. Maintenant, la deuxième thèse, tout universel est singulier, ou est une singularité. Alors ça, c'est un énoncé extrêmement important, sous son air anodin, parce qu'il est l'énoncé qui porte la différence entre universalité et totalité. Différence tout à fait fondamentale. Tout énoncé ou pratique à valeur universelle est en réalité une singularité qui n'est pas résorbable ou active en tant que figure de la totalité ou du système. Autrement dit, l'universel se présente jamais comme intérieur au prédicat identitaire totalisant. Alors évidemment, elle procède aussi à travers tout cela. Mais si une singularité peut prétendre à l'universel,
c'est que cette particularité a été dépliée de l'intérieur de la situation sans qu'on puisse la réduire à la totalité à laquelle elle appartient. Autrement dit, vous voyez le lien là de l'universel, le lien paradoxal de l'universel et du singulier, qui sont pourtant en général pensés comme en opposition l'un à l'autre. En réalité, toute universalité active, c'est-à-dire toute universalité qui intéresse la philosophie, n'est active que précisément parce qu'elle n'est jamais réductible à la systématique dans laquelle elle est constituée. Une idée politique n'existe que par son militant, mais un énoncé mathématique n'existe que par la vie répétée de sa démonstration, et ainsi de suite. Vous trouverez vous-même d'autres exemples de ce point qui, je le dis, connectent immédiatement universalité à singularité. Donc il n'y existe pas d'universalité qui soit purement et simplement universelle. Et c'est le point le plus difficile des discussions concernant l'universalité, parce que chacun brandit l'abstraction de l'universalité, alors qu'en réalité, la discussion doit toujours porter sur son agencement effectif. Nous passons à ce moment-là à la démonstration ou au commentaire du troisième énoncé. Tout universel s'origine d'un événement qui est intransitif aux particularités de la situation. Alors là, il faut dire que c'est un point encore plus délicat que le précédent. La corrélation entre universel et événement est à la fois fondamentale et difficile à saisir dans, si je puis dire, dans sa lumière. Si on fait une analyse élémentaire, on voit bien que si on s'interroge sur ce qui, en politique, peut avoir une valeur universelle, c'est-à-dire qu'une universalité politique, c'est entièrement suspendu, ça, dans sa réalité, non pas du tout un système abstrait de connexion entre l'universalisme et la politique, mais par la nécessité de manifester ou de ne pas manifester une fidélité à la mise en œuvre de cette caractéristique. Au fond, il n'est pas possible de discuter de l'universalisme politique sans être à un moment donné suspendu au régime de fidélité ou d'infidélité qu'on soutient, non pas en réalité à telle ou telle doctrine, mais à la Révolution française, ou à la Commune de Paris, ou à Octobre 17, ou aux luttes de libération nationale, ou à mai 68. C'est-à-dire qu'en définitive, c'est par la manière dont ces événements, quelle que soit leur nature, incarnent la vision politique, qu'une universalité politique peut être construite. Et c'est dans l'exercice de l'interprétation qui est donnée de ces événements politiques que peut et que doit se situer le jugement. Ça doit se situer ce que finalement on pense. Et à contrario, la négation de l'universalisme politique, la négation par exemple du motif de l'émancipation ou de l'idée communiste, elle exige elle-même plus qu'une simple propagande réactionnaire. Elle exige ce qu'on doit appeler
ce que j'appellerais, moi, un révisionnisme événementiel, déchaîné par les temps qui courent, n'est-ce pas? Déchaîné par les temps qui courent pour toute une zone de la politique d'émancipation. On peut dire que si on veut détruire réellement ce qui a prétendu à l'universalité événementielle et qu'on veut valider finalement le cours des choses dans sa tranquillité établie, il ne suffit pas d'une propagande réactionnaire, il faut un révisionnisme événementiel, c'est-à-dire il faut détruire les exemples de l'adversaire. Alors je dirais que c'est par exemple, si on le durcit un peu, le travail de Furet pour établir que la Révolution française comportait des éléments inutiles ou inféconds. Les innombrables déclarations qui réduisent mai 68 à une galopade d'étudiants pour la liberté sexuelle, ou bien entendu la conviction que la Révolution d'octobre n'a été que la mise en place d'un totalitarisme. Tout cela, c'est ce que j'appelle le travail de la négation, constitué à partir de la critique d'un universel qui se présente de façon événementielle. Mais je soutiens par ailleurs que tout un universel véritable se présente de manière universelle. Alors ce qui est visé, on peut se demander qu'est-ce qui est visé dans le révisionnisme événementiel? Eh bien, c'est justement la connexion entre universalité et singularité. On estime qu'en détruisant cette connexion, on détruit en réalité la prétention universelle qui, elle, propose cette singularité. Au fond, la propagande réactionnaire consiste à dire que rien n'a eu lieu que le lieu, et c'est tout. Et que donc, la possibilité d'incarner dans un lieu événementiel une valeur universelle est impraticable. Finalement, ce type d'action si répandu, qui consiste à critiquer quelque chose dans sa figure effective, telle qu'elle est liée à l'universalité qui lui est attribuée, est ce que l'on peut dire la tentative de défaire, de détruire la connexion entre universalité et singularité, qui est caractéristique de tout ce qui compte vraiment. C'est bien vrai que l'universalité abstraite n'a pas d'universalité acceptable et que la singularité comme telle est singulière. Donc vous voyez bien que c'est à partir du moment où il y a une effectuation singulière de la proposition universelle que l'on est dans l'universel véritable. A contrario, si vous voulez détruire cet universel véritable, vous devez montrer qu'il ne s'est rien passé. Voilà. Qu'il ne s'est rien passé au sens d'une valeur universelle en acte. Alors si on pense comme ça, eh bien on peut dire que le destin de l'humanité est un destin un peu animal, qui est enclos dans le rapport entre particularité et généralité. Au fond, qu'un événement vienne engager une procédure singulière d'universalisation, ce qui est le thème de cette maxime, tout universel s'origine d'un événement. Qu'un événement vienne initier une procédure singulière d'universalisation et y constituer son sujet, ce qui est le cas au fond, scolaire de l'ensemble des propositions révolutionnaires, que cela, c'est antinomique, opposé à un autre couple
qui est celui de la particularité et de la généralité. Ça, on est sur un terrain là conceptuellement un peu complexe, mais tout à fait important. Vous voyez que ce qu'il ne faut absolument pas confondre, c'est la manière dont un universel s'origine d'un événement. On ne doit pas le confondre avec le fait qu'il y aurait un rapport de particulier à général, ce qui est une première méthode pour, en fait, le défaire. Le rapport est que l'événement a constitué l'universel dans sa présentation effective comme intransitif aux particularités de la situation antérieure. Et ça, c'est un point qui est constamment attaqué ou refusé dans les figures courantes du conservatisme. Alors on pourrait prendre ici même le cas de très contemporain dans sa discussion, le cas de la différence des sexes. Qu'est-ce qui universalise la différence des sexes? Qu'est-ce qui en fait autre chose qu'une description animale, si je puis dire? On peut concevoir de façon totalement abstraite les particularités prédicatives qui identifient dans une société donnée les positions hommes et femmes. On peut décrire minutieusement ce que dans telle société donnée il y a comme statut des hommes et comme statut des femmes, et ça bascule la question dans la sociologie structurale, quelque chose comme ça. On peut poser par ailleurs prendre comme principe, mais c'est un principe, que les droits, les statuts, les repérages, les hiérarchies de ces deux positions doivent être réglés par la loi dans un sens égalitaire. Alors, ces deux positions, quoique opposées, sont défendables, mais vous voyez qu'elles n'enracinent aucune espèce d'universalité dans le point clé qui est la distribution prédicative des rôles. Et elles ne disent rien sur ce qui est donné dans l'universalité par l'existence même de cette différence sexuée. Vous pouvez la décrire, et vous pouvez aussi la légaliser. C'est dans cette situation qu'on a. C'est-à-dire, on peut dire il y a des hommes et des femmes, et on peut dire c'est inégal, et donc ça doit devenir égal. Mais ce faisant, on n'a encore rien dit sur ce que c'est que hommes et femmes, en réalité. Si on le demande, on va avoir des réponses animales. Mais les réponses animales ne sont pas les réponses adéquates, finalement, à la situation politique au sens large qui est en jeu. Pour que ce soit le cas, pour qu'il y ait un élément d'universalité dans le repérage des positions hommes et femmes, il faut qu'un élément événementiel intervienne dans la question de cette distribution prédicative. Autrement dit, il faut que surgisse, comme possible, puisqu'elle surgit, la singularité d'une rencontre ou d'une déclaration où se noue un sujet dont la singularité est justement qu'il a expérimenté la différence des sexes. Il n'en a pas fait une abstraction animale génétique, il en fait une expérience existentielle probante. Et un tel sujet résulte, en effet, dans la rencontre amoureuse de la synthèse des positions sexuées. Et finalement, la scène véritable où quelque universalité effective se prononce sur le deux des sexes et finalement sur la différence comme telle, c'est la scène amoureuse et elle seule. Au fond, on peut comparer à la politique.
j'ai dit ce qui valide l'universalité d'une politique est quand même, en fin de compte, sa dimension militante. Bien, ce qui valide l'effectivité universelle et l'universalité possible de la différence sexuelle, c'est la scène amoureuse, et on peut dire tout simplement qu'un amoureux est un militant de cette différence. Là est l'expérimentation subjective, indivise, d'une différence par ailleurs absolue. Alors, c'est ça d'ailleurs qui explique que partout et toujours, ce sont les histoires d'amour qui passionnent pour ce qui concerne le jeu des sexes, quel que soit ce jeu d'ailleurs, entre sexes différents, même sexe, etc. Et que, ici, si vous voulez, est fortement visible que l'attrait de l'universel, en l'occurrence l'universalité effective de la différence homme-femme, et que l'unique accession au réel de cette différence universelle est finalement une rencontre absolument subjective et limitée. Alors on tire de cela que l'universel advient comme singularité. C'est l'énoncé qui traverse toute cette démonstration, et que nous n'avons au départ, pour vérifier ce point, que la précarité événementielle. Alors la question se pose à partir de là, qui est de savoir sur quelle matérialité, sur quel effet de présence s'appuie la procédure subjectivante dont, finalement, un universel est le motif global. Et c'est là que j'introduis la thèse 4. Un universel se présente initialement comme décision d'un indécidable. Donc un universel, c'est qui va forcer la décision sur un point installé comme indécidable. Vous pouvez aussi bien dire qu'effectivement, c'est la présence incontestable de l'amour qui s'appuie dans la situation sur la subjectivation de l'universalité de la différence homme-femme. Donc, un universel se présente initialement comme décision d'un point immédiatement indécidable. Alors, bon, c'est un point fondamental. Je voudrais l'expliquer un peu soigneusement. En quel sens peut-on garantir que l'universalité relève toujours de la décision d'un point antérieurement considéré comme indécidable? C'est ça le théorème que je propose. Alors c'est très compliqué dans la situation actuelle, la situation actuelle flottante, hein, parce que finalement, on tolère la circulation d'énoncés, de configurations, de fragments discursifs qui ne sont pas décidables, vraiment, quant à leur valeur. Ils ont une valeur incertaine, flottante, anonyme. Ils constituent la marge du vrai savoir. C'est tout ce qui est au régime normand, si vous voulez. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est ce dont on peut parler interminablement, sous la règle de la non-décision.
ou du partage normal des décisions. On peut dire que dans ce cas, la contrainte du savoir, c'est de ne pas décider. Et sur beaucoup de questions, notre société, en fait, adopte ce principe. Toute décision est suspecte, en vérité. Toute chose décidée pourrait bien être totalitaire. Alors, si on cherche un exemple, on peut par exemple prendre Dieu aujourd'hui. Il existe peut-être quelque chose, ou peut-être non. Dieu est dans une société une valeur d'existence possible mais inassignable. Une sorte de repère vague qu'on peut choisir ou ne pas choisir. Mais c'est aussi la même chose sur l'existence possible d'une autre politique. Alors j'appelle autre politique ce qui serait une configuration du monde autre que la politique organisée par le capital ou politique bourgeoise que nous connaissons. On en parle là aussi, il faudrait une autre politique, où est-elle l'autre politique, etc. Mais finalement, on ne voit rien venir. Même sur des questions précises, il y a le flottement est souvent de rigueur. Par exemple, alors, si on pose la question, les ouvriers sans papier qui travaillent ici en France, est-ce qu'ils sont une partie composante de ce pays, la France? Est-ce qu'ils sont d'ici? Alors on va dire oui, sans doute, puisqu'ils y vivent et travaillent ici. Mais beaucoup de gens vont dire non, et ils ne sont pas nés ici, et ils n'ont pas les papiers qui attestent qu'ils sont français ou réguliers. Et le mot clandestin, tout à fait significatif dans ce contexte, le mot clandestin désigne l'incertitude de la valeur ou de la non-valeur de la valeur. La valeur, en la circonstance, c'est être français. Alors, c'est des gens qui sont ici, mais ils ne sont pas vraiment d'ici, et donc ils sont expulsables. C'est-à-dire, si on regarde de près, ils sont exposés possiblement à la non-valeur de la valeur de leur présence. Parce qu'ils sont évidemment présents. Et signalons au passage que la valeur de leur présence, c'est généralement la valeur ouvrière de leur présence. Alors finalement, un événement, en tant que décision d'un indécidable, va brusquer cette attitude, va intervenir pour briser l'attitude qui consiste à osciller entre le oui et le non, ou peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou de décider que quelqu'un est d'ici, mais n'est pas ici, ou est ici, mais pas d'ici, etc., etc. C'est très important, ça. Et c'est même le même modèle, en un certain sens, que quand l'amour décide effectivement qu'il y a deux sexes, hein, et qu'il le décide pour les deux sexes eux-mêmes, dans l'expérience intense de l'altérité. Et c'est à ce moment-là que cette altérité devient par elle-même une signification de la situation. Là, c'est un peu la même chose, et on peut dire qu'un événement, c'est ce qui décide sur une zone d'indécidabilité. Alors, je voudrais remonter au même exemple. Il y a quelques années, des groupes importants de sans-papiers, d'étrangers sans-papiers, ont, pour qu'on leur donne des papiers, occupé l'église Saint-Bernard. Ce fut un événement, en effet, que ce risque qu'ils prenaient en occupant un symbole en tant que sans-papiers. Donc ils assumaient leur identification de sans-papiers « dans une entreprise collective, militante,
dans lequel ils étaient ensemble à dire que puisqu'ils étaient là, ils devaient avoir des papiers. Alors vous voyez, un événement de cet ordre, l'occupation de Saint-Bernard, c'est un événement qui proclame publiquement l'existence et la valeur du sans-valeur. C'est qui tranche que ceux qui sont ici sont d'ici. C'était un des mots d'ordre. Et qui fait donc choir, tomber, le mot clandestin. Alors on voit que finalement, tout cela va constituer un énoncé événementiel qui est l'énoncé selon lequel l'étranger peut être comme moi d'ici. Et donc, on va proclamer publiquement la valeur du sans-valeur, le nom du sans-nom. Et à travers tout ça, une remarque importante qu'on peut faire, c'est que tout énoncé événementiel de ce type, c'est-à-dire un énoncé qui est « nous, les sans-valeurs, affirmons notre valeur ». Vous dites que nous ne sommes pas d'ici, mais nous sommes ici en tant que d'ici. Cette construction, en réalité, est un énoncé événementiel, et il déclare quoi, cet énoncé? Il déclare que de l'indécidable a été décidé. Que l'étranger, dont on ne savait plus où il était, qui il était une entité flottante, tantôt admise, tantôt reléguée, papier sans papier, etc. Que donc la présence indécidable, à proprement parler, du travailleur, de l'ouvrier étranger, a été par lui décidée, ou qu'on peut dire que du sans-valeur a pris une valeur. Et c'est sur cette déclaration que s'enchaîne un sujet constitué, et c'est elle qui ouvre l'espace possible d'un universel. Parce que nous avons là un progrès de l'universalité politique. Quelque chose a été rendu possible d'un universel qui ne l'était pas précédemment. Et par conséquent, il est bien vrai que l'universalité ici a été conséquemment créée, déployée par un énoncé événementiel, lui-même porté par une figure militante, à savoir l'occupation de l'église Saint-Bernard. Voilà. Alors je crois que je ne sais pas si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout, à vrai dire, de cette démonstration. Je cherchais donc comment l'abréger. Oui, je vous lis quand même, enfin je vais vous donner la section 5, le cinquième thème de l'universel. Alors l'universel est de structure implicative. Alors, vous savez qu'une objection qui est souvent faite à l'idée d'universalité, c'est que tout ce qui existe, tout ce qui est représenté, se rapporte à des conditions toujours particulières et à des interprétations avec des intérêts, des forces disparates.
Au fond, dans cette idée, la conséquence est qu'il ne pourrait pas y avoir de saisie universelle de la différence. Par exemple, la saisie sexuelle, selon qu'on occupe la position homme ou la position femme, est irréductible. Elle ne peut pas se présenter ou se propager comme désignation universelle. Ou même, on pourrait dire, une proposition mathématique n'est pas vraiment universelle puisqu'elle dépend, quant à sa validité, des axiomes qui la soutiennent. Ça, c'est toujours très intéressant aussi, parce que vous voyez, il y a une parenté entre dire, finalement, ne vous fatiguez pas avec l'universalité, même un énoncé mathématique, il n'est pas universel, puisqu'il dépend des axiomes de la théorie dans lesquels on le démontre. Hein. Mais ça ressemble étrangement à dire, un étranger qui travaille ici, il n'est pas d'ici, puisqu'il n'est pas né ici, il n'a pas les papiers. Les papiers, ce sont ses axiomes, c'est les axiomes qui le gouvernent. Et il n'est pas de théorie valide de l'universalité qui puisse tolérer ce genre d'argument. L'origine, pourquoi? Parce qu'évidemment, ce genre d'argument renvoie toujours à une situation préétablie différente et non pas à une événementialité comme telle. Après tout, le statut de l'étranger, quelque part, n'est pas déterminé principalement par ses papiers ou par ça, mais par le fait qu'il est ici. Et pour être ici, il a fallu qu'il y vienne. Donc il y a eu une activité immanente à son existence qu'il a produit comme ici. Donc il peut dire, de ce point de vue-là, et en arguant de l'événementialité elle-même, qu'il est ici. Et donc, il faut refuser l'appréciation purement axiomatique des énoncés, c'est-à-dire le renvoi de tout énoncé à un autre énoncé supposé être nécessaire pour le premier. Ça, c'est le domaine de la législation. C'est le domaine de la législation, c'est-à-dire toujours se demander ce que quelque chose vaut à partir d'où ça vient. Alors évidemment, l'exemple des étrangers est particulièrement symptomatique, mais il est loin d'être le seul. Et là, j'essaie de souvenir que l'universalité n'est pas du tout de type axiomatique, c'est-à-dire dépendante d'énoncés primordiaux qui véhiculeraient, et eux seuls, l'universalité, mais que l'universalité est de structure implicative. Il faut abandonner tout à fait la description selon laquelle l'universalité de quelque chose serait limitée ou dépendante par sa provenance. Hein. Sur le modèle, effectivement, de qu'est-ce que c'est qu'être français. En fait, ce qui est universel est toujours de la forme d'un l'énoncé impliqué. Donc l'implication est la forme même de l'universalité possible et non pas du tout une objection. C'est-à-dire ce qui est découvert événementiellement, c'est justement l'implication. Si vous prenez les axiomes et le théorème, les mathématiques, c'est dans leur être propre, c'est l'événement de l'implication du théorème par les axiomes. Et l'implication du théorème par les axiomes, c'est quoi? C'est une démonstration. C'est-à-dire, c'est l'activité de validation de l'implication. Et il en va de même pour tout phénomène qui puisse, en vérité, toucher à l'universalité. Et alors sur ce point, je voudrais vous dire, il faut relire le Ménon de Platon. Il faut le relire parce que d'une certaine manière, il arrive à conjoindre deux questions qui sont particulièrement importantes dans notre discussion ici,
à savoir la question des mathématiques d'un côté et la question de l'esclavage de l'autre. Parce que dans le Ménon, il se passe que Socrate arrive à faire comprendre à un esclave qui est là, dans les parages, le théorème compliqué concernant la construction du carré de valeur double d'un carré donné. On peut, il fait circuler le problème. Comment peut-on construire un carré qui a la surface double d'un carré donné? Problème qui touche d'ailleurs à l'existence des nombres irrationnels. Et pour valider ce point, il expose le théorème, la démonstration, à un esclave pris dans le coin. Et finalement, cette démonstration reste imparable. Bien sûr, si l'esclave est défini par le fait qu'il ignore les axiomes de la géométrie, c'est-à-dire s'il est déjà défini comme incapable de comprendre ce dont il s'agit, on ne pourra pas dire que cet axiome inclut l'esclave dans son universalité. Alors que fait Platon? Platon, il explique les données nécessaires à la démonstration de la construction d'un carré de surface double et à la difficulté de cette construction, qui touche au nombre irrationnel. Il explique tout ça à l'esclave, et l'esclave comprend parfaitement, une fois qu'on lui a enseigné cette axiomatique, il comprend le problème, et le problème, autrement dit, l'implication qui inscrit cette construction dans le présent doit être prise comme prédonnée dès lors qu'on veut justifier le théorème. Et il est montré là que l'ignorant absolu est capable, dès lors que les axiomes lui sont éclairés, de saisir la démonstration. Et en fait, comme je le dis depuis le début, c'est la démonstration qui est universelle. C'est la démonstration qui est universelle parce que c'est elle et elle seule qui donne sens à l'universalité de l'énoncé. Alors c'est une scène merveilleuse parce que c'est une scène qui transforme la mathématique à partir de sa disposition axiomatique en une sorte de théâtre de l'universalité. Il y a des personnages, il y a Socrate, il y a ceux qui considèrent évidemment que certainement l'esclave ne va rien y comprendre, il y a l'esclave, etc. Et il y a là un petit morceau admirable qui montre que l'universalité est une universalité qui toujours présuppose quelque chose, un élément événementiel. Évidemment, si aucun événement ne touche l'esclave, il ne comprendra rien. Mais s'il est touché par l'événement, à savoir les présupposés généraux, qui est en fait un événement qui a déjà circulé chez tous les autres partenaires, eh bien, on constatera que finalement c'est bien universel au sens de l'égalité de la compréhension. Alors, évidemment, cet exemple, c'est bien pour ça que Platon l'a pris, on peut dire il se fait la partie belle parce que c'est l'inférence mathématique, mais pas du tout. Tout ce qui est universalisant est implicatif. Il n'y a jamais d'universalité qui ne soit pas liée de façon dépendante à des contextes et à des propositions et à des connaissances variées. Au fond, la procédure universalisante est toujours ce qui avère les conséquences au regard de l'acte événementiel est disparu. Alors je crois que la seule manière de nier réactivement
l'événement universalisant, c'est de proclamer que rien n'a lieu que le lieu. C'est-à-dire de proclamer que l'espace de la pensée est toujours clos. Rien ne peut avoir lieu que le lieu. Ce qui veut dire que cette dénégation porte sur l'événement lui-même, alors que l'événement est la clé, comme on essaie de le montrer, de l'universalité. Cette dénégation est incapable, en fait, d'annuler l'universalité de l'implication elle-même, c'est-à-dire d'annuler le propos de Socrate. Alors, je donnerai un autre exemple. Si, par exemple, la Révolution française, à partir de 1792, est un événement radical, épinglé par la déclaration immanente de ce que la Révolution est comme telle une catégorie politique, alors il est vrai que le citoyen n'est constitué que selon la dialectique de la vertu et de la terreur. Le fait qu'il soit constitué par la dialectique de la vertu et de la terreur, comme l'expliquent les grands théoriciens Robespierre ou Saint-Just, ne peut plus être pris comme exemple du caractère médiocre, falsifié, implacable, totalitaire peut-être de la Révolution. Cette implication est transmissible dans les écrits de Saint-Just, par exemple, et la politique ne fait que disparaître si on ne la prend pas dans sa totalité. C'est-à-dire si on ne fait pas remonter l'opposition terreur-vertu à la figure qu'a pris la Révolution dans son cours lui-même. Et si on dit que la seule opposition vertu-terreur montre bien que la Révolution était un fourvoiement terroriste ou finalement totalitaire, c'est qu'on prend de l'universalité une image purement inactive. En réalité, tout ce qui est universel produit effectivement une disjonction qui a plusieurs noms. Ici, ça s'est appelé vertu et terreur, mais il y a toujours une disjonction qui montre que n'est compréhensible l'universalité de ce qui se passe que si on le traite dans sa dépendance et son devenir. Autrement dit, la politique comme telle, en tant que politique révolutionnaire, exige qu'on accepte de penser que ce qui est universel advient comme tel, et non pas que ce qui advient doit être jugé selon des protocoles d'universalité qui ne sont pas précisément advenus en même temps que ce qui advient. Et alors, c'est pour moi très, très important parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'immanence des vérités ». Or, l'immanence des vérités, en fin de compte, c'est une manière de dire la même chose que ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire, il n'y a pas de transcendance constitutive du vrai. Le vrai est toujours un protocole qui se déploie sous la condition événementielle de son devenir. Et par voie de conséquence, il faut rejeter toute théorie de la vérité qui mettrait la vérité sous la garde
d'une immobilité temporelle ou d'une nullité créatrice. En réalité, la question de la vérité est une question des structures de l'immanence des vérités. Et les exemples que je donne tentent de montrer que ceci est repérable, quelle que soit la catégorie de vérité en jeu, mathématiques, politique, sexuelle, tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, il y a toujours une instance événementielle qui intervient dans la lisibilité et dans l'existence effective du jugement de vérité. Alors, je terminerai aujourd'hui par la 6e maxime. Comme ça, nous commencerons la prochaine fois par les 2 dernières qui méritent de faire transition. La sixième annoncée, c'est que l'universel est univoque. Alors, là aussi, on a toujours pensé que l'univocité d'une assertion, c'est-à-dire que c'est univoque, opposé, comme vous savez, à équivoque. Hein. On a toujours pensé que ce qui est univoque, c'est-à-dire ce qui a qu'un seul sens, est figé dans cette univocité. C'est-à-dire, on ne voyait pas comment l'univocité pouvait advenir. Elle était toujours, au fond, ce qu'il fallait accepter d'avance. Vous utilisez ce mot, attention, il n'a que ce sens. Et je soutiens, moi, que la question de l'universalité est univoque, mais non pas en ce sens-là. Elle n'est pas univoque au sens où l'universel aurait qu'un seul sens. Ce que je vais soutenir, c'est que ce qui affecte l'énoncé événementiel, puisque nous pouvons parler maintenant d'un énoncé événementiel, c'est de l'ordre de l'acte et non de l'ordre de l'être ou du sens. Autrement dit, ce qui se passe événementiellement concerne ceci que l'événement aura été décidé vrai alors qu'il était primordialement indécidable. L'événement, c'est quelque chose qui décide une vérité sur un horizon d'indécidabilité. Ou que, si vous voulez, de façon plus simple, alors que quelque chose n'avait aucune valeur significative, il a pris une valeur, au contraire, exceptionnelle. Et à mon sens, c'est ainsi qu'on peut parler de l'ouvrier clandestin qui, en occupant l'église Saint-Bernard, non seulement montre qu'il est d'ici, mais fournit à l'ensemble de ceux qui sont ici une leçon de politique. Une leçon de politique, à savoir un renouvellement de l'idée ce que signifie être d'ici. Être d'ici doit enclore, selon ce qui est manifesté par cette occupation, ce qui est ici doit enclore, sans réticence, l'existence ici des ouvriers d'ailleurs. Alors, finalement,
on peut attester, et c'est le sens de cette formule, on peut attester qu'en ce sens, non seulement il n'y a pas, dans l'énoncé en question, non seulement il n'y a pas d'équivoque, mais il y a une nouvelle univocité. Vous comprenez, le personnage du clandestin qui agite tellement la tourbe politique contemporaine. Ce personnage du clandestin va affirmer universellement le fait qu'il doit être compté comme quelqu'un d'ici. Et c'est un acte qui, loin d'être arbitraire ou incohérent, c'est un acte qui, tout au contraire, crée quelque chose d'univoque, à savoir l'univocité de l'être ici. Et c'est donc un acte logique, qu'il relève du oui et du non, et on dit oui, en occupant l'Église, on fait savoir que ce oui est fondamental, on contraint l'autre à reconnaître la vérité de ce oui, etc. Et c'est donc un acte, la logique de l'acte est du côté du clandestin qui occupe l'Église, elle n'est pas du côté des flics qui vont cerner l'Église. On pourrait dire que dans la figure de l'Église occupée par les clandestins et de la police qui les entoure, la vérité de ce que c'est qu'être ici est du côté des clandestins, puisqu'ils vont pousser cet être ici jusqu'à un acte qui l'approuve. Alors que les autres, bon, ben, ils ont leur papier, et puis ils n'ont rien fait pour être ici. Hein. Ils y étaient depuis toujours. Et donc, celui qui est ici, parce qu'il est venu ici, et qu'en plus, il atteste sa volonté absolue, en tant qu'il est ici, d'être aussi d'ici, celui-là est plus citoyen français que tout le monde. C'est ça la vérité. Et c'est la vérité que, évidemment, on cherche à briser ou à cacher. Hein. Lui, au moins, ça ne lui est pas tombé sur la tête quand il est né, ça. C'est une chose qu'il veut, qu'il désire, et donc il fait de l'être ici, de l'être national, une véritable valeur, lui. Et c'est pas et une valeur, en plus de ça, d'autant plus forte qu'elle est non étatique. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision d'État. La décision d'État, elle viendra après, quand on lui donnera ses papiers. Mais pour l'instant, il a, lui, fait valoir l'universalité de la position être ici par l'action effective d'un événement intransformable. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que l'universel, c'est aussi l'univocité. L'universel, c'est ce qui met fin à une équivoque. Effectivement, l'équivoque, là, dans l'exemple, l'équivoque, c'était celui qui ne pouvait plus savoir si, étant ici, il était d'ici ou d'ailleurs. Cette équivoque qui, en un certain sens, affectait et brisait son existence, elle est rejetée par une action visible qui convoque tout le monde à la juger, et elle est finalement une création d'une nouvelle univocité de ce que c'est qu'être ici. Voilà. Alors vous voyez, l'ensemble de ces considérations montre, en fin de compte, et on repartira de là la prochaine fois, montre un point vraiment crucial pour tout ce qui se passe, y compris aujourd'hui. Ce point est, finalement, où en est-on sur la question
de la valeur de ce qui est. Où en est-on sur cette question fondamentale de la valeur de ce qui est? La valeur de la société telle qu'elle est, la valeur de tel ou tel groupe de gens, la valeur de telle ou telle déclaration, la valeur de tel ou tel acte, telle proposition étatique, etc. Il y a, en réalité, il peut y avoir des réactions instinctives, j'aime pas ça, mais il y a un déficit du système d'évaluation de la distribution des valeurs et d'une capacité à définir univoquement ce qui, finalement, doit avoir et a pour nous une valeur. Et de sorte que s'installe dans l'existence comme des marécages de la non-valeur, marécages inasséchables parce que la logique générale qui voudrait trancher univoquement ce qu'il en est du problème en question est absente. Et donc rien n'est plus important, et c'est ça qui est philosophique dans cette affaire, parce que le point de départ c'est la philosophie dans cette affaire, quel est son rôle, et la philosophie doit tenter de montrer et de trouver les formes en quelque sorte disponibles de cette démonstration de la valeur possiblement univoque de ce qui est convoqué dans notre existence. C'est-à-dire la possibilité de désigner les figures, les trajets, les instances, les actions qui sont telles que philosophiquement on incarne, ou elles sont incarnées, elles incarnent ces actions, ces valeurs, etc. Elles incarnent une nouvelle figure de l'univocité quant à ce qui nous importe. Ben voilà pour ce soir.